Bienvenue pour cette exploration des sources autour d'un vrai monument du cinéma, la trilogie Le Seigneur des Anneaux, réalisée par Peter Jackson. Oui, une adaptation qui a vraiment marqué son époque et qui a, on peut le dire, redéfini pas mal de choses dans le genre fantasy au cinéma. Absolument. Alors aujourd'hui, on va se baser sur quoi? Principalement un article Wikipédia assez fouillé, très détaillé sur la production. C'est ça. Et on a aussi des extraits d'une discussion du podcast Capture Mag. Eux, ils analysent la carrière de Peter Jackson, donc ça donne un éclairage un peu différent sur sa méthode, son parcours. D'accord. L'objectif, c'est de décortiquer tout ça, de comprendre comment ce projet fou est né, les obstacles incroyables qu'ils ont rencontrés, les innovations techniques aussi. Effectivement. Et puis l'accueil, critique, public, et ce que ces films nous ont laissé, leur héritage en quelque sorte. Ok, alors c'est parti, plongeons un peu dans les coulisses de la Terre du Milieu, version cinéma. Et il faut tout de suite dire, l'ambition était démesurée dès le départ, hein. On parle d'un budget qui frôlait les 300 millions de dollars à l'époque. Ah oui, quand même. 8 ans de développement, en tout et pour tout. Et cette idée, complètement folle à l'époque, de tourner les 3 films en même temps. Tout en même temps. Oui, d'un seul bloc, entièrement en Nouvelle-Zélande, c'était du jamais vu pour un projet de cette ampleur. Une vraie épopée avant même le premier tour de manivelle. Et pourtant, d'après les sources, ça a bien failli ne pas se faire comme ça. Jackson, il commence à plancher dessus dès 95. C'est ça. Et au début, c'était avec Miramax, donc les frères Weinstein. Mais très vite, ça coince. Surtout au niveau du budget. Ça a dérapé. Complètement. Les coûts estimés ont explosé, ils ont quasiment doublé par rapport à ce qui était prévu au départ. Aïe. Et la réaction de Miramax? Eh ben, en juin 98, c'est Bob Weinstein qui pose une condition assez radicale. Il dit « Ok, mais il faut fusionner les 2 films prévus en un seul. Un seul film, pour raconter toute l'histoire. Oui, et attention, un seul film de 2 heures. 2 heures, mais c'est impossible. Qu'est-ce qu'il proposait de couper alors? Les sources détaillent ça. Ah oui, et c'est assez effrayant rétrospectivement. Tenez-vous bien. Plus de bris. Plus de bris. L'auberge du poney fringant, tout ça. Exit. Plus de bataille du gouffre de Helm. Non, La bataille la plus iconique du 2e livre. supprimé. Saruman, rayé de la carte. Mais, Et ce n'est pas tout. Fusion du Rohan et du Gondor en un seul royaume. quoi? Mais ça n'a aucun sens. Et Éowyn deviendrait la sœur de Boromir. Voilà. Sans parler des coupes drastiques prévues à Foncombe, dans la Moria. En gros, ça n'avait plus rien à voir. 6 lunaires, fusionner le Rohan et le Gondor, Éowyn, sœur de Boromir. Franchement, on imagine la réaction de Jackson. Il a dû refuser direct. Ah ben oui, catégoriquement. Du coup, Miramax lui a lancé un ultimatum. Vous avez 4 semaines pour trouver un autre studio. 4 semaines. 4 semaines pour trouver quelqu'un qui accepte de reprendre le projet en l'état et surtout de rembourser les millions déjà dépensés par Miramax. C'était mission quasi impossible. La pression a dû être énorme. Comment ils ont fait? Jackson et son équipe, ils ont monté en urgence une sorte de vidéo de présentation, un montage de 35 minutes pour montrer le potentiel du projet, les designs, l'ambiance. Et ils ont fait le tour d'Hollywood avec ça. Le fameux pitch reel. Et c'est là que New Line Cinema entre en scène. La rencontre avec Mark Ordesky et Robert Shea, c'est ça? Exactement. C'est le moment décisif. Ils regardent la vidéo, ils sont emballés par la vision de Jackson. Et là, Robert Chaillet, qui connaissait un peu les livres, aurait posé la question qui a tout changé. Laquelle? Il aurait dit « Attendez, il y a 3 livres, non? Alors pourquoi vous ne faites que 2 films ?» Ah, la question logique finalement. Voilà. Et c'est New Line qui a mis sur la table l'idée, encore plus folle pour l'époque, et si on faisait une trilogie, un film par livre. Incroyable. Donc ils ne se sont pas contentés de sauver le projet, ils l'ont amplifié. Tout à fait. C'est vraiment le tournant majeur. Sans cette décision de New Line, on n'aurait jamais eu les films qu'on connaît. Passer d'une menace de tout condenser en 2 heures à une proposition de faire 3 films, quel soulagement ça a dû être pour Jackson et son équipe. Ah, j'imagine. Et ça a permis de relancer l'écriture sur de nouvelles bases. Jackson, Fran Walsh, sa partenaire, et Philippa Boyens, qui était apparemment une très grande fan de Tolkien et qui a rejoint l'équipe à ce moment-là. Oui, les sources la mentionnent comme une passionnée. Exactement. Ils ont pu réécrire 3 scénarios distincts. C'était toujours un travail de titan, hein, mais avec beaucoup plus de liberté créative cette fois. Et ils ont choisi quelle approche pour adapter l'œuvre? Ils ont opté pour une structure globalement plus linéaire.
plus chronologiques que les livres, qui eux sont assez éclatés, surtout dans les 2 tours. Oui, c'est vrai. L'axe principal, ça reste la quête de Frodon, bien sûr. Et en parallèle, on a l'arc narratif d'Aragorn, son acceptation de son destin de roi, qui est développé comme l'autre grand fil conducteur. Mais adapter, c'est choisir. Il a fallu faire des coupes douloureuses, j'imagine. Les sources parlent de Tom Bombadil, par exemple. Inévitablement. Tom Bombadil, c'est un personnage très aimé des lecteurs, mais difficile à intégrer dans le rythme d'un film. Et puis il y a l'absence du nettoyage de la comté à la fin, qui est un chapitre important du livre, mais qui aurait peut-être créé un anticlimax après la chute de Sauron. Oui, ce sont des choix qui ont fait débat chez les fans. Et pour les personnages, il y a eu des modifications? Oui, pour des raisons dramatiques souvent. Arwen, par exemple, son rôle est beaucoup plus développé dans les films que dans les livres. Ah oui, on la voit beaucoup plus. Et il y a même eu une version du scénario où elle était carrément une guerrière et combattait au gouffre de Helm. Finalement, ils sont revenus à quelque chose de plus proche des livres, mais en lui donnant plus de présence, plus d'enjeux personnels. Intéressant. Et les acteurs, ils ont eu leur mot à dire. Viggo Mortensen, par exemple. Oui, les sources mentionnent que les suggestions des acteurs pendant le tournage ont parfois été intégrées. Viggo Mortensen, notamment, s'est énormément investi dans le personnage d'Aragorn et a contribué à l'affiner. Et l'autre source, Capture Mag, elle insiste sur le rôle de Fran Walsh dans l'écriture. Elle avait des idées assez précises, semble-t-il. Oui, Capture Mag met en avant son influence, notamment une certaine aversion qu'elle aurait eue pour les clichés de certains genres, comme l'horreur ou la fantaisie un peu facile. Comme quoi, par exemple? Il cite les commentaires audio d'un film précédent de Jackson, Fantôme contre Fantôme, où elle exprimait son dégoût pour des personnages comme Freddy Krueger. Cette sensibilité aurait joué, selon eux, dans la conception de certaines créatures du Seigneur des Anneaux, pour essayer de trouver quelque chose de plus original, de moins attendu. Une tension créative, donc. Voilà, une dynamique entre elle et Jackson pour définir le ton et l'esthétique. Et cette recherche d'originalité et d'authenticité, on la retrouve à fond dans le design visuel, non? Jackson voulait un monde crédible. Absolument, c'était un point central. Et c'est là que Weta Workshop entre vraiment en jeu. C'est la société d'effets spéciaux physiques de Richard Taylor, un collaborateur de longue date de Jackson. Et c'est eux qui ont tout fabriqué? Les armures, les épées, les créatures. Exactement, les armures, les armes, les prothèses pour les orques, les urukai, mais aussi les maquettes qui étaient en fait des constructions gigantesques. Et pour le look général, l'inspiration est venue d'où? Les sources parlent beaucoup de 2 illustrateurs. Ah oui, Alan Lee et John Howe, 2 artistes dont les illustrations de l'œuvre de Tolkien étaient déjà mondialement connues et très appréciées. Leur arrivée sur le projet en 97 a été cruciale. Leurs dessins ont servi de base. Massivement. Leur vision a été la référence principale pour l'esthétique des films. Ensuite, le chef décorateur Grant Major et le directeur artistique Dan Henna ont eu la tâche immense de transformer ces images en décors réels, en lieux tangibles. Avec un souci du détail assez maladif d'après ce qu'on lit. Obsessionnel, oui. Chaque culture devait avoir son propre style voirie. Les elfes, les nains, les hobbits, les hommes du Gondor, ceux du Rohan. Tout était décliné, jusqu'au motif sur une boucle de ceinture ou la forme d'un casque. L'exemple le plus connu, c'est Hobbitbourg. Ils ont vraiment construit le village 1 an avant. Oui, plus d'1 an avant le tournage. Ils ont aménagé le site, planté des jardins, laissé la nature reprendre ses droits pour que tout ait l'air parfaitement intégré et patiné par le temps. Ils ont même fait appel à l'armée néo-zélandaise pour construire les routes d'accès au site. Incroyable. Ça donne une idée de l'échelle. Et les chiffres sont dingues. Weta Workshop a produit quelque chose comme 48 000 pièces d'armure. 48 000! Oui, 500 arcs, 10 000 flèches. Et côté costume, Nija Dixon et son équipe en ont créé environ 19 000. 19 000 costumes. Et chaque costume était ensuite vieilli, usé, patiné pour qu'il raconte une histoire qui ait l'air vraie. Même les ailes des Nazgûl ont fait l'objet d'un design super détaillé. C'est colossal. Et après avoir créé tout ça, il a fallu le mettre en scène. Le tournage lui-même, ça a dû être une autre paire de manches. Un défi logistique monstrueux. Il faut imaginer, tourner 3 films en même temps, d'octobre 99 à décembre 2000, un peu plus d'1 an donc. Voilà, sur plus de 150 lieux de tournage différents, disséminés partout en Nouvelle-Zélande. Certains endroits étaient tellement paumés qu'on ne pouvait y accéder qu'en hélico. Et ça, c'était juste le tournage principal, il y a eu les pick-up après. Exactement. Chaque année, jusqu'en 2004, l'équipe se reformait pour tourner des plans additionnels, des raccords, des petites scènes pour peaufiner les montages, surtout pour les versions longues.
On lit qu'il y avait parfois jusqu'à 7 équipes qui touraient en même temps. Comment Jackson faisait pour tout gérer? Apparemment, il était sur tous les fronts. Il dirigeait l'équipe principale, bien sûr, mais il supervisait les autres équipes à distance via liaison satellite. Et en même temps, il continuait à réécrire des scènes, à ajuster les dialogues quasiment la veille pour le lendemain. Le fameux mythe des 4 heures de sommeil par nuit. C'est ce que racontent les making-of, en tout cas. Un engagement total, c'est sûr. Mais un tournage d'une telle ampleur, ça n'a pas été sans conséquences. Il y a eu une polémique sur l'environnement. Oui, les sources mentionnent ça. Le département de la conservation néo-zélandais a été critiqué pour avoir autorisé le tournage dans des parcs nationaux protégés, comme celui de Tongariro qui a servi pour le Mordor. Sans assez d'études d'impact. Apparemment, les études d'impact et la consultation publique auraient été insuffisantes. Il y a eu des inquiétudes sur les dommages causés à certains écosystèmes fragiles. Des travaux de restauration ont été nécessaires après coup. D'accord. Bon, une fois le tournage terminé, le plus gros restait peut-être à faire. La post-production. 1 an par film, c'est ça? Environ, oui. Montage image, montage son, mixage, bruitage, doublage éventuel, et bien sûr, les effets spéciaux et la musique. C'est là que Weta Digital, la branche numérique, a vraiment brillé. Avec notamment les logiciels Massive, dont tout le monde a parlé à l'époque. Ah oui, Massive, c'était révolutionnaire. C'est un logiciel qu'ils ont développé spécifiquement pour les scènes de bataille. Il permettait quoi exactement? En gros, il permettait de créer des foules immenses, des armées de dizaines de milliers, voire 100 000 soldats numériques. 100 000? Oui. Et la clé, c'est que chaque soldat virtuel avait une sorte d'intelligence artificielle de base. Il pouvait réagir à son environnement immédiat, aux autres soldats, au terrain, choisir ses actions. Donc pas juste des clones qui font tous la même chose. Exactement. Ça donnait un réalisme et un chaos incroyables aux batailles, comme celle du gouffre de Helm ou la charge des Rohirrim au champ du Pelennor. C'était bluffant. Et l'autre révolution technique, c'est Gollum, évidemment. Gollum, oui. Une prouesse à tous les niveaux. C'est un personnage entièrement numérique, mais animé grâce à la performance capture. C'est-à-dire? C'est une technique où on enregistre les mouvements, mais aussi les expressions faciales d'un acteur réel, ici le génial Andy Serkis, et on utilise ces données pour animer le personnage virtuel. Et ça a permis de créer un personnage numérique vraiment émouvant, complexe. Totalement. Ça a prouvé qu'on pouvait avoir une vraie performance d'acteur à travers un personnage en image de synthèse. Andy Serkis était d'ailleurs sur le plateau avec les autres acteurs, ce qui aidait beaucoup pour les interactions. Et là encore, Capture Mag fait un lien avec un film précédent de Jackson, Fantôme contre Fantôme. C'était une sorte de laboratoire pour Weta. Tout à fait. Ils insistent sur le fait que Fantôme contre Fantôme, The Frighteners, en VO, c'était déjà un film très lourd en effets spéciaux pour l'époque, plus de 800 plans truqués. Ah oui, c'était beaucoup à l'époque. Ça leur a permis de roder leur méthode de travail, de tester la gestion de projets complexes avec beaucoup de VFX, d'utiliser la motion control, une technique de caméra programmée qu'ils avaient appris en travaillant avec Zemeckis. Et surtout, de le faire en Nouvelle-Zélande. Voilà. De prouver qu'ils pouvaient gérer un blockbuster technique sur leur propre sol, en maîtrisant les coûts et les processus, même sous une pression énorme. Pour Capture Mag, sans cette expérience, se lancer dans Le Seigneur des Anneaux, c'était encore plus risqué. On a une idée du nombre total d'effets spéciaux pour la trilogie? Les chiffres donnent le tournis. Pour les versions cinéma, on parle de près de 2730 plans avec effet. Déjà énorme. Et pour les versions longues, ça monte à 3420 plans. Les équipes VFX, dirigées par Jim Riegel et Randy Cook, ont vraiment travaillé d'arrache-pied pendant des années. Mais il n'y avait pas que le numérique. Les sources parlent beaucoup des astuces à l'ancienne, des effets pratiques. Surtout pour les tailles différentes des personnages. Oui, c'était un casse-tête permanent. Comment faire cohabiter de façon crédible un hobbit d'1,20 m et un magicien ou un elfe de taille normale dans le même plan? Alors, comment ils faisaient? Ils ont combiné plein de techniques. La plus connue, c'est la perspective forcée. On place l'acteur qui doit paraître plus petit plus loin de la caméra et l'autre plus près, mais en composant le plan pour que ça ne se voit pas. Astucieux. Ils utilisaient aussi des décors à double échelle. Par exemple, la table de la cuisine de Bilbon existait en 2 tailles. Une grande pour que Gandalf paraisse normal à côté et une petite pour que Frodon paraisse normal à côté. Et puis, il y avait les doubles d'échelle. Les doubles d'échelle, qu'est-ce que c'est? C'était des acteurs de plus petite taille ou au contraire très grands qui enfilaient des masques ou des prothèses pour ressembler aux acteurs principaux. Ils les remplaçaient dans les plans larges où on avait besoin de marquer fortement la différence de taille. Ah d'accord. Comme pour Gimli? Oui, par exemple. L'acteur John Rhys-Davies est assez grand, mais Gimli est un nain. Donc dans beaucoup de plans larges où il est à côté d'Aragorn ou Legolas, c'est un acteur plus petit, Brett Beatty,
qui jouait Gimli, avec un masque et un costume adapté. Très malin. Et puis, il y a ces fameuses bigatures. C'est un mot inventé par Weta, ça? Exactement. C'est la contraction de big et miniature. Parce que ce n'étaient pas des petites maquettes. C'était des constructions gigantesques, mais à échelle réduite et incroyablement détaillées. Comme quoi, par exemple? Le gouffre de Helm, par exemple, la maquette faisait plusieurs mètres de haut, à l'échelle 1/4. Minas Tirith, Isengard, Barad-dûr, la Porte Noire. Ils ont créé plus de 70 de ces bigatures. 70? Oui, c'est l'équipe de John Baster et Mary McLachlan qui s'en est chargée. Un travail de fou furieux qui a demandé, d'après les sources, plus de 1000 jours de travail cumulé pour tout construire. C'est juste hallucinant. Un autre élément absolument essentiel, c'est la musique. Howard Shore, il est arrivé quand sur le projet? Assez tardivement, en fait, en août 2000, alors que le tournage principal était presque fini. Ah oui, et il a dû composer pour les 3 films. Oui, il a composé, orchestré et supervisé l'enregistrement et le mixage pour les 3 films. Un travail colossal qui lui a valu 3 Oscars d'ailleurs, un pour chaque film. Et sa musique est devenue totalement iconique, notamment grâce au leitmotiv, ces thèmes récurrents. Absolument. C'est une des grandes forces de sa partition. Il a créé des dizaines de thèmes musicaux qui sont associés aux personnages principaux, Frodon, la communauté, Aragorn, aux différentes cultures, les hobbits avec leur thème pastoral, les elfes, le Rohan, le Gondor, aux lieux importants et même à l'anneau unique lui-même. Ça donne une cohérence incroyable à l'ensemble. Tout à fait. Ça bide l'auditeur, ça renforce l'émotion, ça donne une profondeur thématique énorme. La musique a été enregistrée principalement près de Londres, avec le London Philharmonic Orchestra, et le mixage s'est fait au studio mythique d'Abbey Road, Ça a dû être intense comme processus. tellement intense que Jackson a passé 12 semaines complètes à Londres juste pour la musique du 2e film, Les Deux Tours. Et il a même recomposé pour les versions longues. Oui, Howard Shore est revenu pour composer de la musique additionnelle pour toutes les scènes rajoutées dans les versions longues. Et plus tard, elles ont sorti les Complete Recordings, des coffrets qui contiennent l'intégralité de la musique enregistrée pour chaque film. Des heures et des heures de musique. Parlons de la sortie des films. La stratégie de New Line était assez inédite. Sortir un film par an, à Noël, 3 années de suite. C'était pas trop risqué ? Si, c'était un pari énorme. Si le premier film, La Communauté de l'Anneau, s'était planté au box-office, les 2 autres étaient déjà quasiment terminés. Ça aurait pu être une catastrophe industrielle. Mais ça a marché. Ça a formidablement marché. Ça a créé un véritable événement cinématographique mondial chaque année à Noël. Les gens attendaient le prochain volet. Et la stratégie pour la sortie vidéo était tout aussi intelligente. Ah oui, les différentes versions DVD. Exactement. D'abord, la version cinéma sortait en DVD, avec quelques bonus classiques. Puis, quelques mois plus tard, arrivait la version longue, très attendue par les fans. Avec des scènes en plus. Oui, des scènes inédites, parfois assez longues, qui approfondissaient l'histoire ou les personnages. Et surtout, ces éditions version longue contenaient des heures et des heures de documentaires making-of absolument passionnants. Les fameux appendices. Voilà. Et pour les collectionneurs ultimes, il y avait même une édition collector limitée avec une petite statuette. C'était vraiment une stratégie marketing et éditoriale très bien pensée pour l'époque. Et la qualité de ces versions longues était au rendez-vous. Ce n'était pas juste des scènes ajoutées à la va-vite. Pas du tout. Les scènes étaient parfaitement intégrées, les effets spéciaux finalisés au même niveau que le reste du film, le montage était soigné, et comme on l'a dit, Howard Shore avait réorchestré la musique spécialement. C'était vraiment des versions alternatives très abouties. Un modèle du genre en quelque sorte. Et pour marquer le coup, la première mondiale du dernier film. Le retour du roi, oui, elle a eu lieu à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. C'était un hommage au pays qui avait rendu tout ça possible. Et le résultat final, on le connaît, un triomphe absolu. Commercialement. Phénoménal. Près de 3 milliards de dollars de recettes au box-office mondial pour la trilogie. C'est gigantesque. Et au niveau des critiques et des récompenses? Accueil critique quasi unanime, c'était très positif. Et puis la consécration aux Oscars, c'était historique. Combien en tout? Sur les 3 films, 17 Oscars remportés pour 30 nominations. C'est énorme. Et le point d'orgue, c'est Le Retour du Roi. Le fameux Grand Chelem. Exactement. 11 nominations, 11 Oscars. Il a égalé les records historiques de Ben-Hur et Titanic. Et surtout, il a remporté les prix majeurs. Meilleur film, meilleur réalisateur pour Peter Jackson. C'était une reconnaissance incroyable pour un film de fantasy, un genre souvent boudé par l'Académie. Une vraie reconnaissance pour tout le travail accompli. Au-delà des prix, quel héritage ces films ont-ils laissé, d'après les sources?
D'abord, un impact énorme sur la popularité de l'œuvre de Tolkien. Les livres se sont à nouveau vendus par millions, touchant une nouvelle génération qui découvrait cet univers grâce au film. Et pour la Nouvelle-Zélande? Un impact économique majeur, surtout sur le tourisme. Les sources parlent d'une augmentation de 40% du nombre de visiteurs entre 2000 et 2005. Tout le monde voulait voir les paysages de la Terre du Milieu. Le Tolkien Tourisme? C'est ça. Air New Zealand, la compagnie aérienne nationale, a même peint des avions avec des personnages des films. C'était une formidable publicité pour le pays. Même si, les sources le précisent, le gouvernement néo-zélandais a aussi beaucoup aidé, avec d'importantes subventions pour attirer et soutenir la production. On parle de 150 millions de dollars néo-zélandais. Oui, c'est un élément important du contexte économique, effectivement. Et puis, il y a un autre aspect de l'héritage, plus sur Peter Jackson lui-même, que souligne Capture Mag. Ah oui, qu'est-ce qu'ils disent? La promotion de ses films, et particulièrement avec Le Seigneur des Anneaux et ses making-of ultra détaillés, Jackson a un peu construit sa propre légende. Il s'est mis en scène comme le chef d'orchestre un peu fou d'une aventure humaine et artistique démesurée. Une sorte de showman de sa propre création. Voilà, c'est un peu l'idée. Mettre en avant les défis, les anecdotes, l'esprit de camaraderie de l'équipe. Selon Capture Mag, ça a commencé dès la promo de Fantôme contre Fantôme et ça s'est amplifié avec LOTR. Et les bonus DVD monumentaux, ça participe de ça. Raconter l'histoire de la fabrication du film devient presque aussi important que le film lui-même. C'est leur analyse, oui. Ils relient ça au coffret Laserdisc, déjà très riche, de Fantôme contre Fantôme. Les centaines d'heures de bonus du Seigneur des Anneaux seraient l'aboutissement de cette démarche. Documenter de façon exhaustive et peut-être un peu mythifier l'aventure créative. Fascinant. Alors, si on devait essayer de résumer ce qui ressort le plus de cette plongée dans les sources. Pour moi, ce qui est frappant, c'est vraiment cette convergence de facteurs assez uniques. Une ambition folle au départ, qui a failli capoter, une source littéraire incroyablement riche, mais jugée inadaptable pendant des décennies, Oui, des innovations technologiques qui ont repoussé les limites de ce qui était possible au cinéma, que ce soit Massive ou la performance capture, mais aussi un savoir-faire artisanal, presque à l'ancienne, poussé à un niveau de détail incroyable, avec Weta Workshop et les bigatures. et l'équipe? Le facteur humain? Essentiel. Une équipe néo-zélandaise soudée, passionnée, portée par la vision de Jackson, Walsh et Boyens. Et tout ça aboutit à un succès critique et public absolument phénoménal, d'une ampleur qu'on voit rarement. C'est clair. Une aventure cinématographique vraiment hors norme. Une vision artistique forte, des défis techniques et financiers qui semblent encore dingues aujourd'hui. Et un impact culturel, économique, indéniable. Et ça m'amène à une dernière question. Une réflexion pour finir. Je t'écoute. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, le monde du cinéma et des séries a énormément changé. On a les plateformes, la production de contenu en masse, les univers étendus qui se multiplient. D'ailleurs, il y a même une nouvelle série Amazon dans l'univers de Tolkien. Oui, les anneaux de pouvoir, voilà. Ma question c'est, est-ce qu'une aventure comme celle de Jackson à l'époque, ce mélange de paris artistique fou, cette échelle de production à la fois énorme et quasi artisanale, cette liberté créative qu'il a réussi à obtenir face au studio, est-ce que ce serait encore possible de la même manière aujourd'hui ? C'est une excellente question. C'est vrai que l'industrie a changé. La place de l'auteur-réalisateur, la pression des franchises, des algorithmes peut-être. Est-ce qu'un studio prendrait aujourd'hui le même risque financier et créatif? C'est pas certain. Ça interroge sur l'évolution de la création à grande échelle. Tout à fait. C'est une question qui mériterait sûrement une discussion à part entière. Une bonne question à laisser en suspens pour nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse passionnante avec nous. Merci à toi.